Bonjour et merci de votre fidélité à Objectif 2023. Je l'aurai le plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux le révérend Eric Senga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Iloko. Alors, l'Église du Christ au Congo était la semaine dernière en atelier sur le processus électoral et a fait une communication assortie de constats et recommandations. Peut-on en avoir de manière succincte les grandes lignes? Oui, c'est au terme de la promulgation de la loi électorale. Vous savez que nous avons suivi attentivement la procédure législative de cette loi parce que après la mise en place controversée, il faut le signaler, des animateurs de la CENI, l'Église du Christ au Congo, bien entendu, avec l'Église catholique, avait fait remarquer à l'opinion nationale et internationale la nécessité de rester dans la droite ligne qui était déjà tracée au lendemain des élections, donc en 2019, où la plupart d'organisations de la société civile s'étaient réunies pour évaluer la situation de 2018 et beaucoup de perspectives étaient proposées. Entre autres, c'était de faire des réformes substantielles et objectives. Donc c'est à ce titre que nous attendions la promulgation de la loi. Après cette promulgation, nous étions dans l'obligation de revenir dans une analyse beaucoup plus profonde et ce qui a été fait. Donc l'objet même de cet atelier du 13, donc le 13 et le 14 juillet, nous nous sommes retrouvés au centre d'accueil Monseigneur Chiromba pour analyser justement cette loi. Il faut dire qu'en termes de constats, nous avons fait signaler que l'Église du Christ au Congo et la SENCO ont mené conjointement une série de plaidoyers lors de la procédure institutionnelle d'élaboration de cette loi. Nous avons été au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Nous avons également été au niveau de la commission PAJ du Sénat, par où les discussions sont passées avec les mêmes propositions qui d'ailleurs, il faut le souligner, reflètent la volonté presque collective de la société civile du moment où ces plaidoyers reposent sur le référentiel commun que nous avons. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que ces différents plaidoyers n'ont pas été pris en compte de manière totale. Quelques éléments près ont été considérés, mais totalement dénaturalisés. Et là, il y a par exemple la question des publications des résultats, bureau de vote par bureau de vote. Nous avions souhaité, à la lumière des expériences de 2018, qu'au-delà de l'affichage des résultats, qu'ils soient publiés clairement pour permettre à ce que l'observation se base sur cette publication. Ça n'a pas été pris en compte. Il y a la question de transmission. D'abord, avant la transmission, mais les modes de vote lui-même. Les législateurs aujourd'hui, dans cet amendement qui a été adopté au niveau du Parlement, donnent à la CENI la possibilité de choisir soit les votes manuels, soit semi-électroniques, soit électroniques. Et cela nous pose énormément de problèmes, dans la mesure où vous savez que les conditions logistiques, technologiques et même les infrastructures du pays ne seraient pas en mesure de répondre à cette exigence d'une élection, par exemple, électronique. C'est comme ça que ça aussi, nous avons fustigé cela. Nous avons la question de transmission des résultats. Là, encore une fois, la question de transmettre les résultats par voie électronique nous pose sérieusement problème. Et la question du calcul du seuil d'éligibilité. Alors, donc, il y a quelques dispositions, pour dire de manière claire, qui renforcent les flous et même l'ambiguïté au niveau de la loi. Puisque, je l'ai dit en amont, l'intérêt accordé à cette réforme était de nous offrir un cadre juridique beaucoup plus consensuel et susceptible de nous éviter des mésinterprétations de la loi, que ce soit au niveau de la CENI, que ce soit au niveau des juridictions judiciaires, parce que vous savez que la Cour constitutionnelle, autant que les cours et tribunaux, interviennent dans les processus électoraux. Et ces difficultés, nous l'avions aussi expérimenté lors des traitements des contentieux devant les juridictions judiciaires. Donc, il aurait été souhaitable que la loi soit beaucoup plus claire pour éviter les interprétations de part et d'autre. Voilà pourquoi, dans les recommandations de l'atelier, nous avons insisté sur le fait que la
la procédure suivante qui va être faite au niveau de la CENI prenne en compte les mesures d'application. Et que dans ces mesures d'application, qu'on essaye déjà de clarifier les dispositions à problème, donc celles auxquelles je viens de faire allusion. Donc voilà un peu en résumé notre communication à l'issue de cet atelier. Alors, vous avez énuméré les grandes lignes de cet atelier, mais seulement, apparemment, il y a plus de crainte que d'optimisme dans l'organisation des élections, dans les délais constitutionnels, mais aussi des élections crédibles et transparentes. Pourquoi ? Parce que pour nous, depuis le début, je l'ai dit, nous devrons quand même éviter de revenir aux mêmes histoires qui nous ont mis en difficulté lors des élections passées. Oui, nous avons beaucoup de doutes, je dirais même des doutes, pas seulement des craintes, mais pour nous, c'est des doutes qui ne font que se renforcer. Par exemple, on ne trouve pas une raison valable, fondée, rationnellement, lorsque le Parlement, en toute responsabilité, évite, je dirais sans raison, de mettre des dispositions qui clarifient par exemple les modes de vote. Parce que même la loi qui a été abrogée, parce qu'on attend finalement la loi combinée qui va être, je veux dire, déjà promulguée, mais qui va être mise à la publicité du public. Donc, pourquoi renforcer encore le mécanisme du vote électronique alors que la loi antérieure renvoyait cette question? Voyez-vous, donc on parlait du vote semi-électronique, électronique, et d'ailleurs, il y a une disposition, je n'ai pas santé dans le 213, je crois quelque chose comme ça, qui disait que ces mots de vote, qui dit cette disposition qui n'a pas été abrogée du reste, ne concerne pas les processus en cours. Donc pour nous, cette réforme devrait corriger. Pourquoi fait-on des réformes? L'objectif d'une réforme, c'est de corriger les faiblesses d'un système. Parce que si une réforme ne corrige en rien un système en place, et donc elle sert aussi à rien. Donc ça, c'est déjà un élément qui continue à renforcer les doutes sur la sincérité du législateur. Mais des deux, quand nous voyons la manière dont le calendrier lui-même, parce qu'une autre recommandation, c'est autour du calendrier. Nous sommes aujourd'hui le 2 août. Vous imaginez dans les prévisions de la feuille de route publiée par la CENI, il était prévu 20 mois pour les opérations. Donc, qui devrait commencer en octobre 2021. J'entends ici les opérations d'enrôlement, d'identification des électeurs, qui devraient s'achever en mars 2023. Mais là, nous sommes en juillet. C'est maintenant qu'on nous parle d'avoir des passations de marché. Voyez-vous? Alors, si vous voyez la feuille de route, aujourd'hui, on est en large dépassement. La question, est-ce les délais constitutionnels sera encore tenu ou non? Visiblement, il y a plus de crainte. Vous estimez que les délais ne seront pas tenus par rapport à tout ce que vous avez énuméré comme préoccupation? Ça reste des préoccupations parce que si les prévisions de la feuille de route étaient étalées périodiquement et en fonction des objectifs à atteindre, je crois que ça doit questionner tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en dépassement, comme je l'ai dit, de plus de 8 mois. Bon, soit nous aurons des élections bâclées, comme il en a été le cas en 2011. La question, est-ce que c'est ce que nous attendions de la CENI? Oui, donc, aujourd'hui, pour vous résumer, la crainte est à deux niveaux. Au niveau de la crédibilité du processus, parce que quand nous parlons de la crédibilité, les éléments de la crédibilité, c'est entre autres la transparence. La transparence, c'est cette volonté ou capacité de mettre l'information sur la place publique. La CENI n'est pas une affaire privée. Et les opérations qui sont en train d'être menées actuellement sont très sensibles. La cartographie, les mesures d'application, le calendrier électoral. Mais nous constatons jusqu'à ces jours, ne serait-ce qu'en termes de bonnes pratiques, la CENI n'associe pas les organisations de la société civile mieux représentées qui font ce travail. Selon vous, pourquoi la CENI n'associe pas ces organisations mieux représentées comme vous l'avez souligné? C'est la question d'ailleurs que nous nous posons. Parce que nous avons fait passer plusieurs messages à la CENI. Nous estimons que la CENI est une institution qui ne devrait pas avoir des émotions, qui ne devrait pas, même s'il y a des animateurs qui sont humains comme nous, mais je crois que c'est une institution d'appui à la démocratie. À ce titre, elle est tenue de certaines obligations, entre autres, de crédibiliser l'indépendance de l'institution.
qui est d'ailleurs une exigence constitutionnelle. La CENI elle-même n'arrive pas à crédibiliser cette institution. Avec cette façon de faire, nous ne voyons pas, madame, parce que comment vous expliquer la CENI aujourd'hui, nous venons d'apprendre que c'est la semaine passée où ils ont adopté les mesures d'application. Alors que nous avions déjà signifié au cours de notre déclaration, au-delà de la déclaration, nous l'avions signifié à quelques membres de la plénière que laissez la SENCO travailler pour apporter leur contribution. Si on n'a vraiment pas de mauvaises intentions. Est-ce que vous vous êtes rapproché de la CENI comme ont fait certains partis politiques dans les cadres des concertations? Bon, il y a deux façons de faire. Les approcher à titre individuel, nous l'avions déjà fait. Parce que je vous rappelle ici qu'au mois de mars, février-mars, nos équipes sont allées voir la CENI. Donc, à ce titre, nous l'avons déjà fait. Mais une autre façon, c'est que nous attendons l'invitation de la CENI dans le cadre que vous appelez des concertations. Parce que là, ils l'ont fait, elle l'a fait avec les politiciens, les partis politiques. Mais ce n'a pas encore été fait avec la société civile, notamment confessionnelle. Donc, nous n'avons pas encore reçu une invitation à ce titre. Par contre, au moment où nous ne sommes pas encore invités, mais les opérations, le travail s'est fait. Nous ne sommes pas en train de penser influencer la CENI ou conditionner leur travail à notre agenda. Mais comme je l'ai dit, c'est des bonnes pratiques. Parce que l'idée principale ici, ce que nous voulons éviter, c'est quoi? C'est les soupçons, c'est les doutes qu'il faille, je crois, à mon humble avis, dissiper. Donc si la CENI tient à avoir un processus crédible, transparent, comme elle l'a dit, à plusieurs reprises, c'est qu'elle doit rentrer dans le pratique, ce qu'on appelle des bonnes pratiques, universellement acceptées. Quelles sont ces bonnes pratiques, pardon? La transparence, c'est partager l'information. C'est mettre l'information sur la place publique. Vous ne pouvez pas, par exemple, madame, faire un travail de la cartographie. Vous savez, toute la complexité qu'il y a dans ce travail, c'est au travers de la cartographie qu'on définit d'abord les corps électoraux, le même en soi. C'est par la cartographie qu'on identifie les centres de compilation des résultats. C'est par la cartographie qu'on identifie les bureaux des votes. C'est par la cartographie qu'on organise même les opérations d'enrôlement. Parce que c'est là qu'on va établir les centres, les bureaux d'enrôlement qui, par après, peuvent se transformer en bureaux de vote. La question maintenant, si nous ne sommes pas associés au niveau du travail de la cartographie, est-ce qu'avec toute la migration qu'il y a, tous les mouvements des masses, les déplacements des populations, on a suivi dans le Grand Kasaï vers les Katanga, pas plus longtemps, il y a eu toute une table ronde organisée. Au niveau de l'Est, Goma et consorts, avec les déplacements dus aux conflits armés. Au niveau même, ceci, dans le Grand Bandundu, vous suivez aussi qu'il y a des agitations. Donc, il se pourrait que même la loi des répartitions de sièges soit influencée. Donc, vous voulez dire que la Commission électorale nationale indépendante ne communique pas assez par rapport à ces différentes opérations qu'elle mène sur terrain? En effet, parce que nous avons même fait remarquer cela au niveau auprès des membres de la plénière, et bien entendu par d'autres canaux, pour dire à la CENI, les processus électoraux se passent déjà dans un contexte très controversé. L'élément crucial ici devient la confiance. Et la confiance qui passe par la sincérité. Je crois qu'au-delà de toute polémique qu'on peut avoir ou des positions individualisées, ce qui nous est important, c'est de reconstruire la confiance qui a été mise en mal lors des précédentes étapes. Je fais allusion ici à la mise en place de la commission elle-même électorale, mais au-delà de ça, il y a eu d'autres questions relatives à la loi, parce que nous sommes au niveau de la loi. Si nous voulons vraiment sauver ces processus, il serait important que la CENI prenne la mesure de la chose et ouvre davantage la participation à d'autres parties prenantes, si vous voulez bien, ou à d'autres acteurs impliqués au processus. Mais comme je l'ai dit, la communication de l'actuelle équipe est très faible. Vous savez que l'équipe Nanga, madame, quoi qu'on ait reproché beaucoup de choses à cette équipe, mais elle avait une ouverture en termes de communication, en termes de discussion. Parce qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, considérant que les élections vont se tenir en 2023, n'est pas avoir un cadre de concertation, n'est pas discuter sur les a priori du travail de la cartographie, parce que je tiens encore à insister sur le fait que par la cartographie, nous connaîtrons
les nombres des bureaux de vote, les centres de compilation, la loi sur la répartition du siège en dépendra. Donc, s'il y a un endroit où la fraude électorale peut mieux se passer, c'est au niveau de la cartographie. Et nous sommes quand même inquiets de savoir que ce travail est fait sans une dimension de participation des autres acteurs de surcroît. Une sorte de sincérité. Donc, c'est toujours à vase clos. Nous ne disons pas qu'ils sont en train de tripatouiller les choses. Mais ils gagneraient davantage en faisant les choses en toute transparence. Mais en disant, par exemple, qu'il y a eu un problème dans la désignation des animateurs de la CENI, la loi électorale promulguée, mais toujours fait beaucoup de problèmes. Et encore, problème de communication. Vous ne pensez pas que cela pourrait vraiment mettre en mal cette équipe parce que vous n'êtes pas d'accord déjà au départ avec cette équipe? Heureusement, vous signalez, nous avions dit à son temps, admettons que nous nous trompons sur notre appréciation, nous aimerions que cette équipe nous mette en défi, c'est-à-dire qu'il nous prouve le contraire de ce que nous pensions, parce que jusque-là, notre jugement n'a pas changé. Nous savons que les choses s'étaient passées dans un contexte très controversé, nous avions des motifs valables. Tourner la page, c'est ça. Il n'y avait vraiment pas question de tourner la page. Il y a question de vider les prétextes. Il faut vider le prétexte. Ouais, ce sont des prétentions peut-être, ce sont des préjugés. En toute responsabilité, nous ne pouvons trouver les fondements de la validité de notre jugement sur cette équipe qu'en fonction des actes qui seraient de plus en plus, n'est-ce pas, corrects, transparents. Donc, il faut qu'ils nous prouvent le contraire. Non, et parmi ces actes, il y a la transparence, la communication, n'est-ce pas? C'est-à-dire mettre sur la place publique la communication, mais aussi l'ouverture des débats. Parce que quand la CENI nous a présenté les contraintes, elle a sollicité l'appui de tout le monde. Elle nous a parlé des contraintes législatives, des contraintes financières, les contraintes sécuritaires. Vous pensez qu'elle va résoudre toutes ces contraintes en elle seule? Des deux, la CENI est une institution d'appui à la démocratie, elle est une institution citoyenne. Elle n'organise pas les élections pour elle-même, ni pour les compétiteurs aux jeux politiques. Les élections relèvent de la souveraineté nationale. À ce titre, c'est là que nous appelons les bonnes pratiques. Surtout que la CENI est en train de chanter, vouloir redorer l'image, corriger les erreurs. Comment voudriez-vous corriger les erreurs en revenant aux mêmes pratiques, pire d'ailleurs que ce que les autres ont fait? Donc je crois que il serait intéressant de voir que si les autres, s'ils veulent vraiment corriger, si elle veut vraiment corriger, elle doit éviter de revenir aux mêmes pratiques que les autres ont faites. Vous avez évoqué plusieurs contraintes qui pourraient mettre en mal la tenue des élections dans les délais constitutionnels, mais les choses semblent quand même évoluer dans les bonnes directions. Il y a la loi électorale qui a été adoptée au Parlement et déjà promulguée par le chef de l'État, et en dépit du fait qu'elle n'ait pas recueilli les consensus de toutes les parties prenantes. C'est tous les drames qu'il y a à ce niveau. Comme je l'ai dit, à quoi serviraient les réformes électorales si elles n'apportent aucune correction? La question, est-ce que ce que la CENI fait est une nouvelle invention? Non, c'est du déjà fait. Mais quels seraient les résultats? Si on ne veut pas changer des procédures, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les mêmes causes produisant les mêmes effets. Et donc, nous trouverons encore et une fois devant le même aux obstacles qu'il y a eu en 2018 et aux années antérieures. Donc, à ce niveau, la conclusion serait que cette CENI doit arrêter de penser faire autre chose et autrement, dans la mesure où elle est en train de faire la même chose. C'est bien bon. Quelle est la finalité de tout, madame? Parce que même les élections en soi n'est pas une finalité. La finalité pour tout Congolais, en toute souveraineté, serait de dire, nous allons dans un processus électoral au terme duquel nous voulons avoir des résultats non contestés, sinon moins contestés. Nous voulons avoir des institutions légitimement reconnues pour que finalement les systèmes sociopolitiques se stabilisent. Et qu'au-delà des élections, que nous ayons des autorités, nous ayons des institutions qui peuvent, tant soit peu, faire avancer les choses. Mais si ce n'est que pour le besoin de la cause,
faire les élections pour les élections, forcer, imposer ou s'imposer. Mais je crois qu'au final, on va se retrouver dans le mur. Et c'est pour ça que nous sommes en train de travailler pour éviter cela. Alors, s'agissant de la loi électorale, on a vu plusieurs innovations proposées pour la réforme de cette loi être rejetées, notamment les membres de famille comme suppléants à la députation, mais aussi les seuils électoraux. Comment réagissez-vous? C'est là où, dans notre communication, nous avons dit ces genres de comportements renforcent les doutes sur la sincérité du législateur à offrir à ce pays un cadre juridique susceptible de nous amener à des élections apaisées. Mais au-delà de tout, nous avons aussi rappelé aux députés toute prétention d'agir au nom du peuple, sans le peuple et contre le peuple, devient un danger pour la démocratie représentative. Pour quelle raison, madame? Alors que nous avons renforcé notre plaidoyer, une large opinion s'est prononcée là-dessus, pour dire par exemple la question des représentativités à plusieurs niveaux pour le membre des familles. Ça, c'est une question de moralité publique. Voyez-vous, la question du seuil électoral, où aujourd'hui nous sommes en face de deux seuils. Il faut savoir, il y a le seuil qui est lié à la représentativité des femmes, mais il y a un autre qui est lié au pourcentage à atteindre, je crois, 60%. Et la question, et ça serait au niveau des circonscriptions que ce seuil sera calculé ou au niveau de liste, au niveau national. Donc tout ça, c'est comme ça que nous continuons à dire, est-ce qu'il y a vraiment eu réforme? Peut-on parler des réformes électorales? Lorsque la loi renforce davantage les doutes, les flous, l'ambiguïté. Donc ça, c'est pas une réforme. C'est pourquoi nous en appelons à la conscience et à la responsabilité des députés d'inscrire à la session prochaine des amendements, un projet d'amendement de cette loi. Vous pensez qu'il y a toujours du temps pour faire ça? Il y a toujours du temps. Même à la veille des élections, on peut amender cette loi. Parce qu'en fait, par exemple, la question du seuil va se discuter en son temps. On a encore du temps. La réforme peut se faire même à la veille des élections. À quel moment on a convaincu les gens à accepter la machine à voter? C'était pas dans la loi. C'était une pratique. La CENI parlait d'une innovation. Certes, à une certaine mesure, c'était une innovation parce qu'elle a facilité cette machine, les modes électoraux. Mais la conséquence après, ce sont les résultats de cette machine qui avait été publiée. Donc en gros, il y a du temps pour certaines choses. De l'autre côté, on perd quand même du temps. S'il y a la volonté, il y a du temps à récupérer ce qu'il faille récupérer. Donc, si nous disons qu'il n'y a pas, encore de temps par rapport à... Il y a du temps, par exemple, pour la réforme, c'est pas dire que on peut encore attendre. C'est juste pour dire s'il y a de la volonté, même en extraordinaire, même à la rentrée de la session de septembre, on peut le faire. Mais par contre, il y a des choses telles que les opérations électorales. Ça ne relève pas de nous. Prenez le temps de passer les marchés, le temps d'acquérir les outils, les machines, le temps de les distribuer, le temps de les déployer, le temps de former les utilisateurs de ces machines. En fait, ça, c'est question de rationalité. Donc, ça peut déjà nous prendre 6 à 1 année. Connaissant le pays, connaissant les coins et recoins, il y a encore des zones en insécurité, ou dans notre propre pays, on est en train de tirer sur nos populations. Dans notre propre pays, il y a des zones où l'administration publique ne fonctionne plus parce que c'est sous contrôle des rebelles. Alors, il faut prendre en compte toutes ces réalités. Donc, il faudrait capitaliser les temps. L'orienter, par exemple, pour des questions que vous venez d'évoquer, non pas pour l'amendement de la loi électorale. Il faut mettre le tout dans un paquet, analyser la rationalité du processus. Parce que les processus, c'est un ensemble. Tous ces aspects ne sont pas isolés l'un des autres. Les uns des autres, disais-je. Tous ces aspects rentrent dans un même paquet qu'on appelle processus. Ce qu'il faudrait plutôt faire, c'est d'encourager des cadres de discussion pour évaluer à mi-parcours les processus électoraux et corriger où il faut corriger si l'on tient à avoir un processus apaisé. Alors, pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante dit qu'elle reste dans la logique de respecter les délais constitutionnels, c'est-à-dire d'octobre à mars prochain devrait avoir lieu l'enrôlement des électeurs, mais les kits ne sont pas encore là. Est-ce que le chronogramme est tenable? On nous a fait entendre que
on nous a fait entendre que les calendriers vont sortir. C'est pourquoi il y a nécessité de sortir rapidement les calendriers électoraux. Parce que c'est avec les calendriers qu'on saura suivre les chronogrammes. Parce que la feuille de route nous donne de périodes. Et s'il faut parler en termes de la feuille de route, il y a déjà dépassement de ces périodes. Mais techniquement parlant, sur le plan de la logistique, le temps qui nous reste est très serré. Je ne sais pas quels seraient les miracles qu'ils vont faire, mais néanmoins, il faut l'avouer, compte tenu du contexte global actuel, marqué par l'insécurité, marqué par la difficulté d'accès. Vous savez, on a à peine 2 500 000 km de routes ici. S'il faut tenir compte de ces éléments, il y a quand même lieu de s'inquiéter par rapport au timing. Donc, le chronogramme, je crois que c'est la CENI qui va nous prouver le contraire parce qu'elle continue, comme vous l'avez dit, à affirmer qu'il y aura élection dans les délais constitutionnels, chose à laquelle nous nous tenons mordicus. Donc, on attend les élections en 2023 parce qu'il n'y a pas de raison de dépasser ces délais. La question, c'est, dans tout le temps que nous perdons ici, est-ce que la CENI, comme pouvoir organisateur des élections, saura-t-elle nous offrir ces élections dans les bonnes conditions? En tout cas, c'est à elle de nous répondre. Mais nous, comme techniciens, comme observateurs, voilà, nous sommes déjà inquiets pour dire attention, attention, nous franchissons la zone rouge. Donc, il est l'heure vraiment de publier le calendrier électoral, c'est ça? C'est vraiment l'étape la plus urgente. Là, au moment où nous parlons, ce qui devient urgent, c'est les calendriers. Parce que c'est grâce au calendrier qu'on saura maintenant suivre de manière claire les chronogrammes. Et si la CENI continue à ne pas nous offrir ces calendriers, ce qui a quand même anguille sous roche, mais s'il faut vraiment suivre les processus, et notre plaidoyer, c'est d'exiger la publication du calendrier électoral déjà avant la fin du mois d'août. Alors, quel est votre point de vue après l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante de l'attribution provisoire du marché des fournitures des kits électoraux et cartes d'électeurs à l'entreprise Mirosystem? Notre impression, c'est d'abord c'est notre question. Est-ce que la CENI a vidé les litiges qu'il y avait, j'appellerais des contradictions auxquelles on a assisté entre le gouvernement et la CENI sur la question de mutualisation? Est-ce que cette question est-elle vidée ou non? Parce que c'est important. Il vous souviendra que le gouvernement tenait à ce qui est mutualisation. Et par des échos, j'espère, le ministre des Finances développait un argumentaire qui était, à mon sens, très raisonnable et rationnel. C'est lui de rationaliser, n'est-ce pas, les dépenses à propos. Donc, pour nous, ça, c'est la première préoccupation. Mais des deux, j'espère aussi, je n'ai pas encore vérifié, que le principe, la procédure des passations des marchés publics a été respectée et qu'il n'y a pas, encore une fois, en termes de bonne gouvernance, des arrangements qui, par après, vont rebondir en termes des sanctions, parce que vous savez que l'équipe sortante a été sanctionnée à quelques niveaux à cause de la manière de passer les marchés. Bon, si toutes ces conditions sont réunies, tant mieux. Il nous restera de voir ce que sera la suite. Encore que nous espérons que l'entreprise choisie sera aussi rapide à produire les matériels voulus et puis à l'acheminer au pays. Quel mode de scrutin vous conviendrait le mieux? On a déjà dit... Manuel, semi-électronique ou électronique? En tout cas, pour nous, le scrutin doit être manuel. Mais peut-être, à la rigueur, compte tenu de certaines infrastructures. Vous savez, la machine à voter n'a pas été que mauvaise. Il faut avouer que ça a été une innovation. Ce qui est venu gâcher la fête de la machine à voter, c'est la manière de publier les résultats, de le transmettre et de les publier. Mais si on se convient, par exemple, pour un vote semi-manuel, et que la machine ne servira que d'imprimante, comme ça nous avait été chanté en son temps, et qu'aujourd'hui, on va tirer des leçons pour que les comptages soient manuels, la transmission des résultats doit passer des bureaux de vote au centre de compilation, centres locaux de compilation, et à ces niveaux, on a déjà l'affichage pour que ça arrive au niveau de la centrale ici, ce serait une bonne chose. Et c'est ce que nous souhaitons et c'est sur ça que nous nous entendons. Alors, faudrait-il redouter encore les votes électroniques après l'expérience de 2018? Je crois que le pays n'est pas encore prêt pour le vote électronique. Si dans deux pays où la technologie est plus avancée, on évite ces genres de votes. Parce que la difficulté avec les votes électroniques, c'est à quel niveau, madame? Nous ne les refusons pas pour le plaisir de refuser. Vous voyez seulement, mais justement, vous faites les votes
Parce qu'un vote électronique, ça suppose que vous pouvez voter à partir de votre iPad. Il suffit, ça dépend de quelle technologie, de quel logiciel ils vont mettre en place. Mais il y a des logiciels qui peuvent permettre aux gens de voter. Vous êtes enrôlé, vous avez un site, on vous donne un code. Mais ça, il y a possibilité d'avoir des faux résultats. Parce que les gens peuvent s'acheter des machines qui sont hors circuit, où on vient voter et qui saura contrôler à la fois l'expression du vote, la transmission des bulletins vers la centrale. Donc, la grande question, ici, il ne faut même pas s'imaginer, un vote électronique va être catastrophique parce que même nous, comme observateurs, vous allez surveiller à partir d'où? En cas de contestation des résultats, il ne faut pas qu'on revive les scénarios de la fois passée. Révalidation, invalidation, validation. On ne veut plus entendre ici que les juges constitutionnels demandent aux parties prenantes la preuve, sachant que nous sommes en droit public, des surcroîts constitutionnels ou les droits électoraux, il faudrait plutôt que la CENI, qui publie les résultats, prouve la validité de ces résultats. Les éléments de preuve pour certifier ces résultats publiés, ce sont le PV. Mais qui va suivre ça s'il n'y a pas un comptage manuel pour contrebalancer les résultats manuels? Donc, s'il y a des choses auxquelles il ne faut même pas envisager, c'est les votes électroniques. Le pays n'est pas prêt pour ça et peut-être ne le sera jamais. Sinon, on n'aurait pas une CENI. On aurait dû laisser les élections s'organiser dans un ministère ou dans le ministère des Affaires intérieures. Si on a une CENI, parce que même les parties prenantes ne se font pas confiance, et donc il faut un arbitre neutre qui lui aussi doit être bien surveillé ou bien contrôlé. Mais est-ce que l'observation électorale peut-elle aider à minimiser les risques de fraude et de tricherie? Si, ou exactement. Sans observation électorale, donc tout sera parti. Vous savez, l'observation électorale a plusieurs parties. L'État, on n'est pas, un jour, on aura peut-être une émission spécialisée pour ça. Mais en pratique déjà, l'observation ne se fait pas qu'au jour du vote. L'observation, au moment où nous parlons, nous avons déjà commencé ce qu'on appelle l'observation à long terme. Les plaidoyers que nous faisons, quand nous revendiquons par exemple le travail de la cartographie, c'est cela déjà l'observation à long terme. Les missions d'observation électorale accompagnent les processus de bout en bout. C'est pas seulement les jours du vote où on va poster quelques observateurs devant les bureaux de vote. Les gens pensent que ça se limite là. Non. On doit voir dans quelle mesure, d'abord nous participons en amont dans la désignation des animateurs, nous participons dans la réforme du cadre juridique, nous participons dans les opérations. Et dans les opérations, nous avons notamment la cartographie. Ce sont là les constituants de l'observation électorale. L'observation à long terme. À long terme. Il y a à moyen et à court terme. Pour les longs termes, c'est ce que j'ai dit. Donc, nous commençons le travail déjà au lendemain des élections, puisque nous produisons les rapports. Nous formulons les recommandations des réformes en fonction des expériences de terrain que nous avons observées à la fin d'un scrutin. C'est ça l'observation. Donc, c'est comme ça que notre travail a commencé depuis 2019. On dit par exemple, ce qui a été à la base des difficultés aux élections de 2018, c'est le mode de transmission des résultats. Comme recommandation, on va faire ça, ça, ça. Voilà la faiblesse qu'il y a eu dans le cadre juridique. Nous faisons des recommandations. Voilà la faiblesse qu'il y a eu dans l'intervention des institutions judiciaires, la Cour constitutionnelle, les cours et tribunaux. Et c'est à partir de là que nous faisons nos recommandations. Donc pour nous, si aujourd'hui il n'y a plus d'observation électorale, il faut oublier les élections. Ça deviendra les arrangements des politiciens. Ça deviendra les désignations ou les nominations comme on a entendu les gens parler. Donc, sans observation à long terme, on est foutu, comme je dis, les gros du travail. Pendant que la CENI fera son calendrier, nous avons aussi déjà notre proposition du calendrier citoyen que nous sommes en train de mettre à jour. Nous l'avions déjà proposé, mais vu le dépassement, au moment où je vous parle, les équipes travaillent pour actualiser notre calendrier citoyen. Et donc, quand elle va proposer son calendrier, nous aurons aussi les nôtres pour comparer. Pendant que nous attendons qu'ils publient leurs mesures d'application, nous venons de clôturer l'atelier le vendredi passé. On a fait une semaine où nos techniciens ont travaillé. Et d'ailleurs, je vous informe officiellement que déjà après-demain, nous allons transmettre officiellement à la CENI nos contributions sur les mesures d'application. Quel est l'objectif des mesures d'application? C'est de rencontrer les dispositions qui ne donnent pas assez de clarté sur les questions essentielles du processus, notamment les votes, la transmission, les calculs du seuil et tout ce qui est comme publication.
Voyez-vous? Donc, quand ils vont faire leur publication des mesures d'application, nous avons déjà notre miroir. C'est ça l'avantage de la société civile. Nous ne devons pas seulement être là pour contester. Nous ne sommes pas des partis politiques. Pour s'opposer. Ce n'est pas notre travail. Nous, c'est surveiller. Est-ce ce qui est fait est conforme à la Constitution et aux lois du pays? Est-ce que ce qui est proposé est conforme à la volonté collective pour asseoir la légitimité du processus? Est-ce que ce qui est fait rentre dans la pratique, dans les bonnes pratiques qu'on appelle les standards universels d'un processus électoral, ou c'est fait au gré de la CENI? Donc nous sommes en fait, à la fois nous faisons l'observation électorale, mais par ricochet nous surveillons aussi le travail que fait la CENI pour alerter, pour dire non, 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 non. Et c'est comme ça que nous produisons des rapports. Nous avons déjà établi un rapport sur les mesures d'application, sur la loi électorale. Quand nous les rendons publics, c'est une façon de communiquer. Mais le travail est fait. Nous attendons la rentrée parlementaire. Nous allons introduire un rapport sur la faiblesse de la loi pour interpeller les législateurs pour dire la loi que vous avez mise à notre disposition ne rencontre pas X, Y chose. C'est ça notre travail. Révérend, votre mot de la fin. Nous continuons à espérer avoir un processus apaisé, mais la responsabilité à ce jour reste au niveau de la CENI. La CENI doit, dans un plus bref délai, publier les calendriers électoraux. La CENI doit s'ouvrir aux discussions avec les parties prenantes, notamment l'Église catholique, l'Église protestante et CC5O, qui sont dans une mission d'observation commune, et d'autres partenaires. En ce qui nous concerne, nous avons déjà élaboré une contribution des mesures d'application que nous allons officiellement déposer à la CENI et que nous rendrons public en son temps. Et nous insistons pour dire le travail de la cartographie est très sensible. Il ne doit pas être fait, ce travail, avec des groupes d'organisations choisis uniquement par la CENI. Tout Congolais a droit de connaître cela. Parce que je tiens à lancer cet appel. Il ne faut pas que dans votre circonscription soit réduit le nombre de sièges. Il faut que chaque circonscription compare ce qu'a été la cartographie. Ce n'est pas difficile et nous allons aider la population à le faire. Et comme mot de la fin, nous lançons déjà la campagne de sensibilisation Tokengele Maponomi, parce qu'il nous reste aujourd'hui à sauver la crédibilité de ces processus. Je ne saurais terminer sans vous remercier personnellement et remercier Actualité CD pour le travail que vous abattez et pour cette tribune que vous nous offrez pour communiquer en matière électorale. Merci, Révérend. C'est à moi de vous remercier. Ce numéro d'Objectif 2023 est terminé. Grand merci à vous de l'avoir suivi et on se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.